Excusez-moi, Madame la ministre de l'Agriculture, il doit y avoir une erreur. Je crois que vous n'avez pas déposé le bon projet de loi. Non, parce que on nous avait vendu un projet de loi d'urgence agricole et moi, le texte que j'ai en ma possession, au mieux, c'est une sorte de projet de loi pour répondre expressément aux demandes urgentes de Monsieur le Président de la FNSEA, Arnaud Rousseau, mais en aucun cas, c'est un projet de loi pour répondre aux urgences de la majorité des agriculteurs et agricultrices de ce pays. Vous n'êtes pas d'accord, Madame la ministre? Écoutez, démontrons-le simplement. Déjà, premier point, le libre-échange. Ces 2 dernières années, au niveau de l'Union européenne, vous avez laissé passer de multiples traités de libre-échange. Mercosur, Australie, Inde, Mexique, Indonésie, j'en passe. Des dizaines et des dizaines de milliers de tonnes de denrées alimentaires qui rentrent sur le territoire français sans en respecter les moindres normes. Pour répondre à cette urgence, dans ce projet de loi, rien. Deuxième point, les prix. Au moment même où les agriculteurs subissent une hausse inédite de leurs charges sur l'énergie, le GNR notamment, et alors qu'ils ne peuvent toujours pas répercuter leurs prix en conséquence puisque c'est le marché ou l'agroalimentaire qui décide, vous arrivez avec une mesure choc dans ce projet de loi, des expérimentations. Alors ça va faire 10 ans qu'Emmanuel Macron est au pouvoir et vous en êtes encore aux expérimentations. S'il vous plaît, dites tout de suite que vous ne voulez pas contraindre l'agroalimentaire et on gagnera du temps. Et troisième point, Madame la ministre, le sanitaire. Votre proposition pour le sanitaire dans ce texte, c'est une ordonnance. Autrement dit, vous demandez à ce que les députés vous donnent le droit d'écrire absolument ce que vous voulez sur la gestion future des crises sanitaires. Donc, on sort à peine d'une crise sociale inédite. Un mouvement d'ampleur des éleveurs de ce pays, précisément contre votre politique sanitaire d'abattage total sur la DNC. Et vous nous demandez confiance aveugle sur la gestion des crises sanitaires. Ce sera non. Votre projet de loi ne répond absolument pas à l'urgence agricole, Madame la ministre. Et pourtant, elle est bien là. Elle est dramatiquement là même. Le dernier recensement agreste des exploitations agricoles de la région Nouvelle-Aquitaine est sorti. Écoutez-moi bien, Madame la ministre. Ce recensement, il porte sur 3 années, 2020 à 2023. Vous ne pouvez pas dire que ce n'est pas le bilan de la politique que vous représentez. La disparition des fermes est en train de connaître une véritable accélération dans sa chute. Les très petites fermes se sont vues disparaître 3 fois plus vite sur ces 3 dernières années que de 2010 à 2020. Et non, Madame la ministre, ça ne concerne pas que les petites fermes. Les fermes de taille intermédiaire ont enregistré une chute 2 fois plus importante sur ces 3 dernières années que sur la décennie précédente. Nous assistons à un point de bascule historique dans la disparition des agriculteurs, la conséquence directe de ces dizaines d'années de politique agricole basée sur le seul principe de la compétitivité internationale qui n'a toujours eu qu'un seul effet, la chute du nombre d'agriculteurs. Et votre seule réponse à ça, Madame la ministre, c'est cette loi qui continue cette trajectoire sans se poser de questions. Toujours la même rengaine que vous nous sortez depuis des années, l'augmentation des seuils ICPE en élevage pour agrandir, accélérer l'agrandissement vers des tailles de fermes qui ne concernent personne aujourd'hui en France. Vous abandonnez les éleveurs pour jouer une course à la compétitivité que nous avons déjà perdue. Les immeubles de centaines de milliers de cochons à 12 étages en Chine, c'est mort. On ne rattrapera pas ça. Et je crois qu'on ne le souhaite pas. Vous savez que la course à la compétitivité, elle est déjà perdue. Vous savez que vous ne sauverez pas les éleveurs avec cette politique-là, mais vous refusez de faire la seule chose qui pourrait les sauver. Vous refusez le protectionnisme pour préserver les profits que quelques-uns tirent dans vos traités de libre-échange. Mais tout cela n'est pas une fatalité, Madame la ministre. C'est votre projet, mais on peut avoir le courage politique de faire autrement. Soit on vous laisse faire, et demain, l'agriculture française terminera sa chute au nom de la compétitivité. Alors, il y aura toujours des exploitations tenues par des firmes internationales ou de géantes coopératives. Par contre, il ne restera que très peu d'agriculteurs. Soit on accepte dès maintenant que l'agriculture est un secteur trop important, central, parce qu'il conditionne la souveraineté alimentaire de notre pays, notre santé, notre environnement, des emplois sur les territoires, et qu'en ce sens, l'agriculture ne peut être soumise aux lois du marché et utilisée comme vulgaire variable d'ajustement sur les marchés mondiaux. Alors oui, ça demande le courage politique de sortir du libre-échange, d'imposer des règles à l'agroalimentaire et à la grande distribution et d'arrêter la cogestion avec le président de la FNSEA. À la France insoumise, nous sommes prêts. Et en 2027, on fera mieux.
Je voudrais juste vous montrer un emballage que tout le monde connaît bien ici, puisqu'il s'agit de celui du Keytruda, donc médicament contre le cancer, qui est très connu puisqu'il est vendu 2 000 € le flacon par le laboratoire MSD, qu'on salue évidemment avec beaucoup de réticence, alors que le coût de production du produit s'élève à quelques dizaines d'euros. Son remboursement, pour reprendre un grand intellectuel, coûte un pognon de dingue à la sécurité sociale, puisque ça représente 2 milliards d'euros par an de remboursement. Ce seul médicament, celui-ci contre le cancer, représente les cotisations de l'assurance maladie de 900 000 salariés qui cotisent par an. Le capitalisme pharmaceutique, aujourd'hui, c'est une poule aux œufs d'or, puisqu'il a trouvé les moyens de faire payer 2 fois pour le prix des médicaments. Je dis bien 2 fois, puisque si on paye le prix du flacon au producteur, on l'a déjà payé avant. Je rappelle pour ce produit en question que ce sont des chercheurs universitaires et des instituts publics qui ont participé à découvrir le principe, à le développer et à conduire les essais cliniques. À la fin, un laboratoire rafle la mise et nous fait donc payer une seconde facture après que le contribuable, et fort justement, ait déjà participé au développement du produit. Ces prix exorbitants, on peut en donner plein d'autres exemples. Le traitement contre l'hépatite C, le Sovaldi, à 41 000 €. Le Glivec contre le cancer du sang, à 40 000 € la prise annuelle. Et si ces prix sont exorbitants, c'est aussi et surtout car ils sont secrets en matière de profit. On ne sait toujours pas, en l'an 2026, comment sont répartis les chiffres d'affaires entre, d'une part, ce qui est évidemment plus que légitime, salaire, recherche, investissement, machines, et d'autre part, ce que ponctionnent les actionnaires, le marketing et les intermédiaires. Et ce, en dépit des engagements pris par la France devant l'OMS, où on s'engageait à faire la transparence sur le prix du médicament. Comme quasiment tous les pays du monde, il n'y a que la Suisse qui était hostile à cette déclaration. Dès lors, comment votre instance compte avancer vers la transparence des prix du médicament, qui est absolument nécessaire. On ne peut pas continuer à acheter des produits sans savoir comment est distribuée la valeur ajoutée derrière, sans savoir quel niveau de surprofit est imposé à la sécurité sociale. Et comment la France va donc tenir ses engagements à cet égard? Que pensez-vous peut-être de la création, comme l'ont fait beaucoup de pays, Brésil, Afrique du Sud ou autres, d'un pôle public permettant de produire à prix coûtant? Monsieur Retailleau, vous êtes ministre de l'Intérieur et président des Républicains, et vous êtes à la fois un mauvais ministre de l'Intérieur et un mauvais républicain. Mauvais ministre de l'Intérieur parce que vous n'avez rien fait sur ce sujet, vous vous contentez d'apparaître sur les plateaux télé, et c'est ce qui fait de vous un mauvais républicain. Parce qu'en général, quand vous le faites, c'est pour exciter la haine contre les étrangers. Vous avez déclaré « l'immigration n'est pas une chance pour la France ». Aussi, nous avons un soupçon quand vous ciblez de manière répétée les étrangers. Et même les Français ne sont pas protégés, puisque vous avez osé dire que certains régresseraient vers leurs origines ethniques. Monsieur Retailleau, ces propos sont des propos xénophobes et racistes. Pourtant, lors d'un meeting récemment, vous avez également déclaré que vous ne supportiez plus qu'on vous accuse d'un pseudo-racisme. Mais, monsieur Retailleau, vous êtes ministre de l'Intérieur et à ce titre, vous êtes normalement quelqu'un qui doit combattre le racisme. Or, la semaine dernière, vous avez osé dire ça alors que la France avait été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme pour contrôle au faciès. Monsieur Retailleau, ça veut dire qu'il y a eu donc du racisme. Sur ces sujets-là, monsieur Retailleau, vous êtes un mauvais ministre de l'Intérieur et un mauvais républicain puisque vous n'agissez pas. Et au cas d'espèce particulier de cette loi, vous osez invoquer la mémoire de Philippines. C'est une honte de procéder ainsi. Parce que nous voulons tous lutter contre le crime, contre les viols, contre les meurtres. Mais contrairement à vous, monsieur Retailleau, nous sommes fidèles à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui dit que la loi doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Aussi pour un étranger, comme pour un Français, quand il viole, quand il tue, nous voulons la justice. Nous voulons la justice, la punition par la loi commune. Nous ne voulons pas des centres de rétention administrative comme vous le faites. Et je continuerai à la suite sur la défense de l'amendement numéro 13. Je voudrais continuer l'argumentaire de tout à l'heure. Je vous ai dit que vous étiez un mauvais républicain, monsieur Retailleau. Le drapeau tricolore qui est là est né d'une révolution qui a commencé par la prise de la Bastille. Bastille dans laquelle le roi Louis XVI pouvait enfermer par lettre de cachet les personnes selon son bon vouloir. Aujourd'hui, vous faites la même chose, mais vous avez fait des Bastilles particulières, des Bastilles réservées pour les étrangers. Car contrairement à ce que vous dites,
Si nous regardons ce qui est inscrit dans la loi telle que vous nous la proposez, ce ne sont pas les personnes condamnées uniquement qui peuvent être mises en centre de rétention administratif. Ce sont les personnes suspectées d'être dangereuses. Et là, il commence à y avoir quelques difficultés. Car qui décide de qui est suspect d'être dangereux? L'autorité administrative, c'est-à-dire le pouvoir exécutif. Autrement dit, le drapeau tricolore qui est né d'une révolution qui s'opposait à un pouvoir exécutif absolu qui pouvait enfermer n'importe qui sur simple lettre de cachet est revenu, mais est désormais réservé aux seuls étrangers. Voilà bien la raison pour laquelle nous vous disons que vous ne respectez ni l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui dit que les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit, ni l'article 6, qui dit que la loi doit être la même pour tous, pas pour tous les Français, pour tous. Et c'est bien la raison pour laquelle nous défendons pour notre part ces valeurs en disant que les personnes qui ont commis des actes délictuels ou criminels doivent être jugées et condamnées. Mais pour cela, encore faut-il qu'il y ait, par exemple, un logiciel efficace dans la police nationale, par exemple, des moyens dans la justice. De tout cela, vous ne parlez jamais et j'irai plus loin. Vous utilisez les étrangers et les immigrés pour masquer, comme l'a très bien dit ma collègue Céline Hervieux, pour masquer l'ensemble des violences, des viols, des meurtres qui sont commis non pas par des étrangers, mais souvent au sein de la famille elle-même. Et voilà comment vous invisibilisez les violences qui existent dans la société en ne luttant jamais contre celles-ci avec efficacité. Honte à vous, monsieur Retailleau, qui salissez ce drapeau. Monsieur Léaumont, la pratique de l'inversion des valeurs, c'est la pratique courante des insoumis. Vous m'accusez des pires mots. Votre parti, c'est le parti qui souffle quotidiennement sur les braises de l'antisémitisme, en se cachant, bien sûr, contre l'antisionisme. Un de vos membres était il y a quelques jours en Algérie. Rien sur Boualem Sansal. C'est lui, il n'a pas parlé du drapeau français. Il a dit « moi j'embrasse le drapeau algérien ». Le seul drapeau, chers collègues, que moi j'embrasse, c'est le drapeau bleu, blanc, rouge, le drapeau français. Est-ce que M. Delogu a demandé des comptes au régime algérien? Vous savez ce que fait le régime algérien avec les étrangers en situation irrégulière à la frontière du Niger, en les envoyant par des températures de 50 degrés, sans eau, sans boisson, sans rien. Voilà. Que dites-vous de cela? Est-ce que vous allez le dénoncer? Oui ou non? C'est une inversion des valeurs, c'est irresponsable, c'est une honte et vous êtes le parti de l'indignité. Monsieur le ministre de l'Intérieur, quelle haine dans vos mots. Vous, à l'évidence, ne me connaissez pas, mais vous allez l'apprendre bientôt. Vous irez regarder les propos que j'ai eus sur monsieur Boualem Sansal. J'ai dit quand on défend la liberté d'expression, on défend y compris celle de ceux avec qui on n'est pas d'accord. Et sur ce sujet, comme sur les autres, j'ai appelé à sa libération. Maintenant, vous avez dit « je n'embrasse qu'un drapeau, le drapeau tricolore ». Eh bien, vous apprendrez que le bleu et le rouge sont les couleurs du peuple et que normalement, ils encadrent le blanc qui est la couleur du roi, c'est-à-dire que le peuple doit toujours garder contrôle sur l'exécutif. Voyez-vous, vos collègues, d'habitude absents, sont en train d'hurler ce soir sur ceux qui défendent les valeurs de la République dont vous prétendez porter le nom jusque dans votre parti. Eh bien, laissez-moi vous dire qu'il y a ici la France qui sait tout ce qu'elle doit à l'immigration. Il y a ici la France qui sait ce qu'elle doit aux combattants de la liberté qui ont débarqué en Provence et que vous salissez aujourd'hui. Vous faites une seule chose, monsieur Retailleau, depuis le début de votre mandature. Vous vous en prenez une fois aux Algériens, une fois aux Insoumis, une fois aux musulmans, une fois aux étrangers, et puis vous recommencez dans un sens différent. Les gens voient ce que vous êtes en train de faire. Ils voient votre incompétence. Vous n'étiez même pas là pour défendre votre texte sur le narcotrafic. Vous étiez en campagne interne à votre parti, les Républicains, qui porte bien mal son nom. Aussi, je vous le dis, vous nous trouverez toujours en travers de votre route quand il s'agira de faire la politique du camp d'en face, c'est-à-dire de ceux qui, et j'en terminerai par là, Monsieur le Président, de ceux qui ont un parti qui a été fondé par les descendants des collabos et des Waffen-SS. Oui, il y a ici la France qui se souvient de ce qu'elle doit aux Manoukians, aux étrangers qui les ont combattus jusque dans la mort,
Aussi, monsieur Retailleau, Monsieur Léaumont. nous n'oublions pas ce que nous leur devons, Merci. nous.